Audio du livre Rien, c'est déjà tout. Chapitre 3, résumé chronologique, Grand D, Jack, les peurs et son décès. La rupture avec Léon a lieu fin 2016. D'ailleurs, étrangement, je découvre les mots de pervers narcissique que je ne connaissais pas pendant la nuit de Noël. J'ai tellement peur que le 1er janvier, je deviens croyante, chrétienne. Je prie Jésus et Marie. Mes genoux parfois tremblent de peur qu'il vienne avec son couteau pour me tuer. Sur son mur Facebook, un clip satanique à tendance pédophile, ce fameux 1er janvier, vient m'appuyer la tête sous l'eau des peurs. 1er janvier 2017. Je passe 3 mois dans une forme de nuit noire de l'âme avec des nuits bien difficiles, teintées de beaucoup de peurs qui ressortent sous forme de cauchemars et de sueurs corporelles dégoûtantes. Même sous les voûtes plantaires, je suis trempée. Comme si mon corps physique et astral se mettaient de concert pour évacuer ce que cette fausse personne machiavélique et finalement certainement possédée par des entités maléfiques avait pu laisser en moi. En parallèle, les batailles en justice prennent forme. Un long, difficile travail de récolte de preuves des scènes terribles vécues avec les enfants commence. Ramenant ces événements en permanence sur le tapis, déjà que ce n'est pas simple de s'en remettre, et appuyant sur ma solitude, car les seuls rares témoins ont peur également et ne veulent pas témoigner. Je vais devoir me battre pour protéger Niels, et à force d'acharnement, je trouverai des témoins dans les nombreux voisins de l'immeuble. Il me faut combattre la honte et la lourde peine qui me fait pleurer sans cesse. Je ne veux pas être une victime, mais je m'en sens une pourtant. Les 2 assistants sociaux qui vont beaucoup m'aider et que je remercie du fond du cœur m'ont dit que j'avais une résilience incroyable, qu'ils n'avaient jamais vu quelqu'un se battre et remonter si vite la pente. La source a dû m'envoyer des forces et à elle aussi je lui envoie ma gratitude la plus profonde. Au terme de ces 3 mois, les démarches continuent et cela va prendre environ 2 ans en justice. Les cauchemars cessent, il me reste les peurs fondamentales et principalement celle d'être assassinée et celle de la relation avec un homme. Elles vont durer 3 mois également, jusqu'à ce que la source mette Jack sur mon passage. Il va littéralement tout bousculer et faire tomber beaucoup de peurs. J'ai en esprit l'image que son décès inexpliqué rationnellement ressemble à une levée des peurs, comme on lève une brûlure. Je connais Jack depuis longtemps, nous sommes amis. J'ai toujours ressenti une forte attirance pour lui et lui également, il me l'avouera plus tard. Mais nous n'avons jamais eu une ouverture pour concrétiser cette attirance, puisqu'en couple déjà, tous les deux, de notre côté. Nous refoulions donc nos émotions et portions des masques. Quand Jack débarque ce mois de juillet 2019, il est célibataire et en grande dépression, et moi aussi. Nous venons de vivre en parallèle, chacun de notre côté, les plus tristes périodes de notre vie. Il a été trompé par sa femme devant ses 2 petits-enfants de 2 ans et 3 mois. Il est effondré. Il recherche le contact, la consolation près de moi. Je ne peux pas lui donner puisque je suis terrorisée. Nous allons avoir une courte relation quand même car il insiste beaucoup. Et nos principales discussions vont tourner autour des peurs. Il me dit que lui ne connaît pas cela et me conseille de voir un hypnotiseur pour tenter d'évacuer les miennes. Ce que je vais faire. Mais lors de la séance d'hypnose, je dois me retenir pour ne pas sortir de mon corps. Le plus étrange, c'est que je n'en laisse rien transparaître, mais l'hypnotiseur le sent et me pose immédiatement la question quand il me ramène à moi, de savoir si je suis déjà sortie de mon corps auparavant. Je vais lui avouer que oui, et il va me dissuader de continuer et ne voudra plus m'hypnotiser. Pourtant, j'étais prête à payer le prix des séances qui étaient assez élevées. Effectivement, lors de la séance, j'ai ramené 2 images à mon hypnotiseur. Celle d'une araignée au-dessus de mon crâne qui garde la porte de sortie coronale et qui a un masque en forme de tête de mort rouge. Puis quand il a voulu parler à mon enfant intérieur, cet enfant hurlait ni de joie ni de douleur, hurlait de force en quelque sorte, avec une lumière décomposée dans son prisme de couleur arc-en-ciel qui entrait et sortait à la fois par mon dos, exactement là où se trouve mon grain de beauté cité dans ma première sortie astrale involontaire au chapitre 1. Je n'ai plus pu refaire de sortie volontaire depuis le décès de Jack. Je pense qu'on me protège en astral des attaques. D'ailleurs, cela est clair. Dans le chapitre 2, sortie involontaire, sortie par une force extérieure, grand 2, je n'ai pas de peur par rapport à ce que m'a dit l'hypnotiseur. Ce n'est qu'après le décès de Jack que je vais conscientiser qu'effectivement, on bloque mes sorties pour me protéger. La première nuit où Jack va avoir une terreur,
J'ai également un rêve lucide. Pourtant, cela fait 4 ans, c'est-à-dire toute ma relation avec Léon, que je n'ai plus aucune sortie, ni quasi aucun rêve. Seulement les cauchemars d'après-séparation. Ce rêve lucide, le voici en résumé. Je me promène dans une rue. Je sens quelque chose sur ma langue qui me gêne. Cette gêne va s'amplifier, jusqu'à ce que je ne puisse plus parler. Je croise une personne et m'empresse de lui demander tant bien que mal de l'aide. Cette personne regarde mon décolleté choquée et me dit « Mais madame, regardez, vous avez plein de boutons qui apparaissent rapidement là !» Et je vois effectivement des petits boutons qui serpentent mon cou et descendent rapidement, encerclant en spirale mon corps et descendant en direction de mon ventre. Effrayée, je pense qu'il s'agit d'un zona et je le supplie de m'emmener à l'hôpital. Arrivé devant le médecin, il va me dire « Madame, ce n'est pas un zona, regardez. » C'est cela. Et il me sort un énorme anaconda de couleur marron ignoble d'un congélateur. Sachant que j'ai une grande peur du moindre serpent, je suis prise de multiples sensations hideuses d'un très grand malaise. Le médecin reprend et me dit « Et il va falloir l'enlever maintenant. » Comme si ce n'était pas déjà assez de recevoir autant de chocs, je conscientise qu'il va falloir ôter cette horreur qui est en moi. Elle est en moi. C'est absolument affreux comme sensation. Ce rêve lucide est une image parfaite de ce qui se joue dans ma vie réellement. Léon a généré des blessures en moi via les traumatismes vécus, imagés ici par l'anaconda. Ces blessures sont là en moi et elles vont faire de moi une autre personne dont l'ego souffrant va agir par peur de revoir se reproduire des événements du même type, traumatisants. Il va falloir évacuer ces blessures et ces peurs qui sont énormes et salissent ma psyché, mes comportements, et donc absolument tout. Il va falloir éduquer mon ego. Je suis effectivement dans un mal-être profond que toutes mes relations extérieures ressentent et cela détériore toute ma vie. Le très long travail sur soi va donc commencer à s'enclencher, tout en réveillant des peurs plus anciennes. Il va falloir des années, et nous verrons plus en profondeur que la relation flamme jumelle vient finir ce travail comme un cadeau final. Jack dort à côté de moi. Quand j'ouvre les yeux de ce cauchemar lucide, il se met à trembler. Ses poils se dressent très fermement et il tente d'appeler avec un mince filet de voix qui sort difficilement de sa gorge. Il appelle mon prénom et celui de sa chienne au secours. C'est vraiment choquant. Ça donne à peu près ça. « Au secours, Rachel !» Je le réveille. Il se lève et vient boire un verre d'eau à la cuisine avec moi. Ses poils restent dressés encore pendant au moins 10 bonnes minutes. Il n'en revient pas de ce qu'il vient de vivre. Lui qui disait encore il y a quelques jours ne pas connaître la peur. Il m'explique avoir été tiré par les pieds par une force maléfique qui ne voulait pas qu'il soit avec moi, ni chez moi, et qui le menaçait de le tuer. Il ne voudra plus dormir dans cette chambre-là. Ce que je comprends. Nous sommes donc allés au salon. Nous allongeons, je colle ma cuisse contre la sienne, il s'endort. Mais à peine 5 minutes s'écoulent, et je sens contre ma cuisse ses poils se dresser à nouveau. Puis les tremblements arrivent, et idem, un petit râle de peur presque imperceptible sort de sa bouche. Je le réveille à nouveau. Nous n'en reparlerons presque pas. Il me demande juste de le réveiller rapidement si cela se reproduit. À partir de ce moment-là, il ne passera plus un seul cycle de sommeil tranquille. Nous sommes le 15 août. Il va décéder dans la nuit du 30 août au 1er septembre. Une nuit où je n'étais pas près de lui car j'avais mes enfants. Il dormait chez un ami, puisqu'encore dans les méandres compliqués de sa séparation avec sa femme. D'ailleurs, étrangement, chez cet ami, j'y suis allée une fois avec lui avant sa mort et j'ai eu une intuition très forte de malaise. Je ne voulais pas sortir de la voiture et pas y mettre les pieds. Son ami connaissait Léon, alors je pensais qu'il était dangereux lui aussi. Mon intuition était juste. Il allait se passer quelque chose de dramatique dans ce chalet. Son ami n'étant lui pour rien dans toute cette histoire. Jack laisse 2 enfants de 2 ans et 6 mois et un enfant adopté de 18 ans. Son décès me terrasse. Je ne peux en plus rien dire à personne, car c'est extrêmement délicat. Ces sujets sont tabous. On va me traiter de folle et en plus nous sommes tous endeuillés autour de lui, bien sûr. Jack était une personne au cœur énorme. Je l'aimais, je l'aime et je l'aimerai toujours. Il est mon âme sœur, j'en suis certaine. Il m'a guidée peut-être vers ma flamme jumelle le jour où il est venu me retrouver en astral. La synchronicité étant très forte, puisque le même jour.
J'ai une gratitude infinie envers lui et les efforts qu'il a dû faire avec une personne terrorisée comme moi à cette époque. J'explique dans le chapitre 2b, sortie involontaire, 4, rencontre avec une âme décédée, comment il va revenir des limbes, où il a été emmené puis libéré, pour me transmettre quelque chose par l'esprit que je ne peux pas conscientiser ici-bas, mais étrangement ce même jour-là est le jour de la rencontre avec mon jumeau, mon autre. Je fais la promesse sur sa tombe le jour de son enterrement, que je n'aurai plus jamais peur. J'écris des chansons et des poèmes, voire chapitre 4, poétisation, pour me libérer un peu. Mais je n'ai pas encore conscience de l'ampleur d'investigation nécessaire, de la profondeur avec laquelle les peurs sont installées et du colossal travail nécessaire. Elles vont réveiller d'autres peurs beaucoup plus anciennes de plus. Finalement, c'est tant mieux, car j'aurais certainement été découragée si j'avais dû sonder tout cela à cette époque-là. Ma vie va redevenir relativement calme ensuite, avec moins de sorties, puisque déjà je n'arrive plus à les provoquer volontairement, et moins d'événements paranormaux ou de synchronicité. Je me remets petit à petit du plus gros de mes traumatismes et de mes peurs de 2017 à fin 2019, jour de la rencontre avec mon jumeau, donc avec moi-même finalement. La rencontre avec mon jumeau va me permettre de conscientiser que le travail n'est pas fini, que j'ai encore beaucoup de parts d'ombre et surtout va me mettre la carotte devant le nez pour que j'avance dans mes efforts encore et encore, par amour pour lui et donc pour moi. Vous trouverez d'autres détails sur cette période bouleversante de 2016 à aujourd'hui dans les chapitres 5, pensées, réflexions et messages d'espoir post-emprise que je dédicace à toutes les personnes qui vivent une emprise avec un manipulateur pervers narcissique. Dans le chapitre 6, lien entre l'au-delà et la réalité. Et également dans le chapitre 7, découverte du lien flamme jumelle primordial et parcours initiatique de retour à soi. Je ne ferai pas de grand E à ce chapitre, la suite chronologique étant que je rencontre Sirius, et tout cela se trouve en chapitre 7.